En tant que directeur général de l'ARS, quel regard vous portez sur l'évolution de la densité des médecins généralistes dans la région? Un regard attentif, parce que cette décroissance qui est d'environ 7% sur les 4 dernières années nous amène à certains territoires où la tension des professionnels est extrême. Et évidemment, l'inquiétude qui est celle de l'agence, c'est le manque en offre de soins par rapport aux besoins des usagers. Donc, nous sommes très vigilants sur la situation actuelle en matière de démographie médicale au niveau des médecins de premier recours, les médecins généralistes, mais aussi dans les petits établissements. À France Asso Santé, on a beaucoup de témoignages d'usagers par l'intermédiaire de nos associations membres sur la difficulté de trouver des médecins traitants sur les territoires, des délais d'attente qui sont très longs pour accéder aux soins. Est-ce que vous pensez que ça va dégrader l'état de santé de notre population qui est déjà dégradée par rapport au reste de la France? Donc les Hauts-de-France connaissent des déterminants de santé qui nous positionnent mal au niveau métropolitain, avec des addictions, un manque d'activité physique, qualité nutritionnelle qui n'est pas toujours au rendez-vous. Et si se surajoute à ces déterminants de santé de mauvaise qualité une difficulté d'accès aux soins, très évidemment, le résultat net est un chiffre de surmortalité et de morbidité supérieur à ce qu'on peut voir au niveau national. C'est ce que nous observons aujourd'hui. Donc nous interpellons l'échelle nationale pour que nous puissions revisiter à la fois les organisations qui sont les nôtres aujourd'hui, qu'on puisse être aidés dans les dispositions permettant d'améliorer la densité médicale, nous y reviendrons, mais aussi dans la possibilité d'améliorer les capacités de formation en volume, d'avoir plus de futurs professionnels de santé pour reconquérir les territoires qui sont aujourd'hui en déficit. Et sur la formation des professionnels, vous pensez qu'il va falloir combien de temps? Alors ça peut se faire assez vite si on met en balance le bénéfice pour la population et la possibilité pour les jeunes médecins en formation, donc dans leur dernier parcours de formation, d'aller travailler sur des organisations territoriales à distance des métropoles. Il faudra s'assurer que la formation qui est distribuée est de haut niveau. C'est une contrepartie, car les jeunes médecins n'accepteront pas une formation de qualité dégradée. Et ils seront prêts à découvrir de nouveaux territoires à condition que l'enjeu soit au rendez-vous par rapport à la qualité professionnelle qui est associée. Donc là, pour nos universités, pour nos facultés de santé, il y a un challenge pour savoir quel dispositif mettre en place pour effectivement former à distance et en territoire. C'est un des enjeux de nos facultés dans les Hauts-de-France que de comprendre ces capacités à former de manière distante des centres classiques universitaires. Notre union se positionne en faveur d'une contrainte d'installation des professionnels de santé dans les zones qui sont sous-dotées et selon les besoins de la population. Pensez-vous que les mesures incitatives d'installation sont suffisantes aujourd'hui? Alors ces mesures d'installation incitative, elles ont une origine nationale, qui a quelques années maintenant, et puis une origine régionale qui a été un complément, qui a été apporté par l'agence il y a que 2 ou 3 ans, et donc c'est un dispositif qui est récent, qui a permis, avec des investissements propres à l'ARS pour la région, d'environ 3 à 4 millions d'euros par année, qui a permis de stabiliser la démographie, je dirais, dans sa répartition totale sur les zones sous-denses. Nous avons connu une décroissance, comme je l'indiquais précédemment, mais qui s'est d'une certaine façon homogénéisée sur l'ensemble des territoires des Hauts-de-France pour éviter qu'il y ait des zones encore plus difficiles que d'autres lorsqu'il y avait cette diminution de la présence des médecins. Beaucoup de ces mécanismes ont eu un vrai résultat sur des très jeunes qui se sont notamment installés après avoir bénéficié d'une formation payée par le niveau régional, les institutions régionales, l'ARS ou d'autres, et créer finalement pour des jeunes qui viennent des territoires la possibilité d'y rester et d'y retourner, ou ont été offertes en contrepartie d'installations en zone sous-dense. Donc ces mécanismes sont fonctionnels.
mais ils ne permettent pas, très clairement, de compenser la très grande fragilité aujourd'hui du tissu global en professionnels de santé. C'est la raison pour laquelle nous pensons nécessaire d'avoir de nouvelles possibilités, de nouveaux mécanismes d'incitation, parmi lesquels la formation en territoire que j'évoquais précédemment. Et est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des mesures plus contraignantes? Alors la contrainte a été essayée dans certains pays, d'autres pays européens ou d'autres pays à l'international, connaissant cette difficulté de répartition et d'homogénéisation de la présence des professionnels, ont utilisé la contrainte ou une moindre facilité à l'installation. Aujourd'hui, les gouvernants ne sont pas rentrés encore dans cette logique, même s'il y a eu, du point de vue politique, de nombreux projets de loi qui ont été déposés pour essayer de gagner sur ce gradient de densité médicale et en particulier de sous-densité. Il n'est pas impossible que dans les 2, 3 ou 5 années qui viennent, le temps que les autres mécanismes que j'ai évoqués précédemment aient totalement rempli leurs objectifs, notamment accompagnant l'ouverture en nombre des jeunes formés par les facultés, il n'est pas impossible que sur quelques années, il y ait la nécessité peut-être d'éviter l'installation dans des zones qui seraient déjà surdenses, ce qui donnerait finalement toujours une capacité de liberté d'installation, tout en essayant de respecter le besoin qui peut s'exercer sur des territoires plus fragiles. Encore une fois, ces dispositions aujourd'hui ont été souvent présentées au niveau des parlementaires, mais n'ont jamais obtenu les majorités nécessaires. D'accord. Ça reste compliqué pour les usagers, du coup, d'accéder aux soins dans certains territoires. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer aujourd'hui? Alors aujourd'hui, plusieurs mécanismes ont été mis en route. Évidemment, l'usage de la télémédecine, qui doit là aussi être l'objet de beaucoup d'attention. Il s'agit de faire de la télémédecine organisée, avec le plus possible des professionnels de santé auprès des usagers qui utilisent les moyens de téléconsultation. Je veux dire par là qu'en l'absence de médecin, il peut y avoir par exemple une infirmière, un pharmacien, qui a même de recueillir un certain nombre d'éléments supplémentaires hors de la présence du médecin et qui relaye, grâce à la télémédecine ou à la téléconsultation, les éléments aux professionnels qui peuvent être à distance. Ce sont des éléments qui peuvent être très utiles, par exemple, pour des maisons médicales de garde où la présence du médecin est difficile à obtenir, mais où un professionnel de santé complémentaire peut recueillir les éléments d'information sur place. Donc cette télémédecine, aujourd'hui, est sans doute une partie de la solution, mais elle peut être malheureusement mal utilisée et faire finalement le profit d'organisations qui, offrant de la téléconsultation dans des dispositifs mal conçus, peut là aussi fragiliser les bonnes prises en charge, et donc avec une offre de soins qui s'en trouverait compromise. Donc l'assurance maladie, l'agence régionale de santé regarde avec beaucoup d'attention actuellement cette offre de télémédecine pour être certain effectivement qu'elle soit dans l'esprit d'une coordination territoriale et avec un parcours qui reste organisé pour les personnes qui en ont besoin. De la même façon, un certain nombre de dispositions sont prises par le gouvernement pour que par exemple des renouvellements d'ordonnances ou des actes assez simples de suivi de dossiers puissent se faire sans qu'un médecin soit nécessairement présent afin d'améliorer finalement cet accès aux soins. On a vu par exemple pendant la crise Covid qu'il n'y avait pas besoin de médecins nécessairement pour organiser de la vaccination de bonne qualité et de la démultiplier de façon tout à fait conséquente, ce qui n'empêchait pas d'avoir une référence médicale qui pouvait être placée soit dans un centre de vaccination, soit à immédiate proximité pour s'assurer, en cas de besoin de référence, que la personne compétente soit disponible. Les infirmières de pratique avancée, par exemple, répondent à cette logique d'infirmières cliniciennes qui sont susceptibles d'accompagner un parcours de patients, un parcours de soins de patients, dans une prise en charge qui soit de qualité et de sécurité. Donc on a des dispositions qui permettent effectivement de pallier ou d'associer un certain nombre de compétences à cette nécessité de professionnels en territoire. Je pense néanmoins qu'il faut maintenir à un niveau convenable l'offre de professionnels médicaux, donc de médecins,
pour éviter de n'être que dans des mesures qui seraient des mesures palliatives et dont l'impression générale qui pourrait être donnée est que cela est dégradé. On présente aussi l'exercice coordonné comme un moyen de motiver des professionnels de santé à s'installer dans des zones de désertification médicale. Nous, on regarde aussi comment la représentation usagée se développe dans ces structures d'exercice coordonné, notamment dans les maisons de santé et les CPTS. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui ? Alors, 2 points très importants. Premièrement, effectivement, l'exercice coordonné est celui qui intéresse les jeunes générations, que ce soit en maison de santé pluriprofessionnelle ou en communauté pluriprofessionnelle territoriale. Les jeunes aiment cet exercice qui est un exercice confraternel avec d'autres types de métiers impliqués. On voit aujourd'hui des maisons de santé où on a aussi bien médecins, psychologues, sages-femmes, radiologues, biologistes, dentistes, enfin des activités extrêmement variées qui au fond donnent du sens au travail d'équipe et à la réponse qui doit être donnée à un patient ou une patiente qui vient avec beaucoup de sollicitations. Donc CPTS, MSP, qui sont les acronymes de ces 2 organisations, sont aujourd'hui une partie de la solution à la fois à cette organisation que j'évoquais précédemment et qui fait qu'on doit trouver à tout moment la bonne réponse aux besoins d'un patient, mais aussi à l'intérêt et à l'attractivité pour les jeunes. Si on ajoute à ça la capacité d'avoir en maison de santé pluriprofessionnelle des maîtres de stage, cette capacité à former, à enseigner, maintient aussi un intérêt pour ces dispositifs et la possibilité pour ces jeunes professionnels, au fond, une fois qu'ils ont découvert le site, le territoire, de rester. Et donc ça rejoint cette préoccupation qui est la nôtre, d'universitariser en territoire, et donc les maisons de santé pluriprofessionnelles aujourd'hui prennent une place très importante. Il y a les travaux du Collège de médecine générale, notamment de Lille, qui montrent que lorsque vous avez des maîtres de stage dans ces structures pluriprofessionnelles, vous avez un maintien de la démographie, voire une réaugmentation de la démographie des professionnels. Donc c'est un élément très important d'organisation et d'attractivité. Pour les usagers, c'est l'enceinte d'organisation ou le système d'organisation de demain. Donc on ne peut qu'espérer que progressivement les usagers s'emparent de ces organisations pluriprofessionnelles, MSP, CPTS. Pour autant, on va se retrouver avec une difficulté qu'on a connue au moment où la démocratie en santé s'est installée et où il s'agissait d'avoir des représentations les plus disséminées possibles des usagers, que ce soit dans les établissements de santé ou les groupements hospitaliers de territoire. C'est le nombre de personnes formées et prêtes à faire de la représentation d'usagers et donc de travailler dans les instances. Donc cette conquête-là, qui est une conquête de démocratie en santé, elle a vocation à continuer et à mon sens à se disséminer et qu'il puisse y avoir, peut-être pas pour chaque CPTS ou chaque MSP demain, mais au moins pour des groupes de MSP ou des groupes de CPTS, une représentation des usagers, comme on peut avoir parfois des usagers qui travaillent sur plusieurs établissements au sein d'un groupement hospitalier territorial. Et là, je pense que l'organisation que nous avons en Hauts-de-France de représentation territoriale pour les acteurs de santé pourrait trouver au moins dans un premier temps une raison d'être, permettant effectivement à ces usagers de bien connaître les CPTS, de regarder si la défense des usagers, la manière dont leurs intérêts sont bien pris en compte est effectivement de bonne aloi, de bon niveau, et qu'elles puissent finalement participer à ces instances, au moins une représentation d'usagers pour plusieurs instances de ces CPTS ou de ces MSP. Voilà, puisqu'en réalité, ces organisations ont des instances de gouvernance, des bureaux ou des assemblées plénières, parmi lesquelles les usagers peuvent effectivement trouver une place très importante demain. Merci. Merci à vous.